En cette fin d'année, il nous faut apprendre à soustraire 2 zéros à notre ancien franc. Ça veut dire que notre caramel à 1 franc va passer à 1 centime chez Léontine. Mais ça devient plus compliqué quand il s'agit de millions. Le tracteur de mon papa, qui a coûté 1 200 000 francs, ne vaut plus que 12 000 nouveaux francs. Que de complications, alors que j'avais tout compris avant. Ce matin, le vent glacial du nord-ouest s'engouffre sous la porte mal jointe et siffle dans le corridor. Maudit vent de Galerne, humide et pénétrant, qui me transit de froid sur le chemin de l'école. L'hiver pétrit encore une fois la campagne de Gâtine. Le soleil a disparu depuis si longtemps, la brume a englouti les couleurs. Je grelotte, et il n'y a plus d'espoir. Je me résigne, l'hiver a effacé à tout jamais le souvenir des jours meilleurs. Pourtant, les grands, au soir des fins de semaine, se retrouvent, estimant les bêtes aux écuries comme autrefois. Ensuite, ils tapent le carton pour finir par une collation bien arrosée. Eux, les grands, ils savent que demain le printemps revient, même s'ils s'accouchent dans la douleur. Mais moi, j'ai vraiment trop froid. Les jeunes conscrits sont toujours retenus sous les drapeaux plusieurs années. À la Garenne, c'est Bernard qui a délaissé les champs pour l'Algérie. Le référendum de janvier 1961 soutient massivement l'autodétermination. Les Pieds Noirs extrémistes fondent alors l'OAS, une organisation terroriste qui va commettre grand nombre d'attentats pour garder l'Algérie française. Après avoir donné la main pour les grands travaux en début d'été, le temps des vacances arrive enfin. Direction le Plénite où je suis attendu. J'enfourche le petit vélo bleu et je suis libre comme le vent, le roi du monde. Mais en passant devant le château, ma modeste condition de fils de paysan me fait redescendre de mon piédestal, sous les moqueries de la jeune bourgeoisie qui raille mon accoutrement. Cela me chagrine sur le chemin du bois de la faucherie. Mais je me console très vite, car l'existence de ces lieux, la quiétude sous les grands chênes, n'est-elle pas la cause de la noblesse qui a su magnifier cette harmonie dans laquelle je me sens si bien? Et puis qu'à cela ne tienne, je me rattraperai plus tard. Mon insouciance va me faire passer de très belles vacances. Quand je reviens le 15 septembre, c'est la rentrée. À la Féronne, on m'a chargé d'une nouvelle tâche. Et du haut de mes 10 ans et demi, me voilà parti sur des chemins creux, envahis de ronces et d'épines, longeant l'impressionnante carrière de toutes les peurs et légendes. Sans compter la traversée de la voie ferrée, avec le passage de la Micheline et autres trains, pour ensuite se retrouver dans la vallée du Gerson, sous le viaduc de la Pierre-Levée. Et tout cela avec 2 chèvres qui n'en font qu'à leur tête, tirant à hue et à dia, partant dans tous les sens, pour les amener voir le bouc chez Monsieur Humbert, à l'Orgère. Quelle aventure! Quelle angoisse! Dis maman, je ne connais pas très bien le chemin et j'ai un peu peur tout seul. Mais ça va aller mon grand, on l'a déjà fait une fois. Me voilà rassuré. Enfin, pas du tout. Mars 1962. Les accords d'Évian permettent enfin de régler le problème algérien. Madame Moreau, notre institutrice, fait entrer un radiotransistor au milieu des 36 élèves de notre classe ce 19 mars 1962. Nous sommes témoins de ce moment historique, la fin de la guerre en Algérie. Les combats cessent, mais l'atmosphère de violence est entretenue par l'OAS dès le 23 mars. En assassinant des militaires du contingent à Alger. Cela sera suivi du massacre de la rue d'Isly, où 80 pieds noirs sont tués par l'armée française et par certains éléments du FLN et de l'ANN.
Cela va conduire la quasi-totalité des pieds noirs à quitter précipitamment l'Algérie. Une grande partie des harkis à qui le gouvernement français refuse l'asile en France sont massacrés par les nationalistes algériens. Le 3 juillet 1962, l'Algérie devient indépendante. Le retour de Bernard annonce le départ de Jean-Claude, qui sera le premier contingent à ne pas partir pour l'Algérie. L'agriculture se modernise. Progressivement, on adapte le matériel tracté par les animaux pour le rendre utile sur le tracteur. Chaque ferme garde quelques chevaux pour intervenir sur les zones humides et d'autres tâches partagées. Le foin va bientôt être en petites bottes, mais pour l'instant, il faut toujours le pousser au fond des granges et fenilles. Alors que dans le temps, on n'était pas rien, ça déjà les gros foins. Puis dans les granges, il y a 2 ou 3 à pousser le foin, là, qu'on faisait des chaleurs là, juste après la sieste. Sous les ardoises, surtout la carême. Mais surtout qu'on faisait des journées qui commençaient de bonne heure le matin, qui finissaient très tard le soir. Mais il y avait le monde. Comme chez nous, dans les granges, eh ben, il y avait le monde pour pousser le foin. Dans le temps, on avait juste une lucarne qui était, puis tu passais le foin à poil là, et puis il fallait le repousser 3 fois pour arriver au milieu de la grange. Les plantations de betteraves et choux recouvrent de plus en plus de superficie. Le cheptel va bientôt doubler. La production est en pleine croissance. La conséquence de ce bouleversement du toujours plus de matériel pour aller plus vite est qu'un grand nombre de fils de paysans sont dans l'obligation de quitter la terre sur laquelle ils ont passé leur enfance. Certaines parties des gens partent vers les villes pour travailler chez Hérault, la Chaînette et Banzani. Après la CNCF. Et beaucoup ils vont partir à la SNCF. Donc dans les fermes de 40 hectares, il n'y a plus que 2 personnes qui vont travailler. On faisait un peu de tout d'ailleurs à la ferme. À cette époque-là, on avait des poules. Des poules, des cochons. Mamie, là tu faisais quoi toi? Tu faisais la ferme des poules, des dindons. Des porcs, c'était qu'il y avait du travail. Et les chaudières qu'il fallait faire pour les cochons. On tirait les vaches, il fallait faire le beurre. Puis on appartenait le mercredi pour vendre le beurre et puis les œufs. Ce matin 18 février, le ciel est plombé par ce gris opaque et glacial. La campagne est figée, blanche et sombre à la fois. Nuit de galerne, la neige lourde et collante nous rappelle à l'hiver. Et par le fait, je ne ferai pas les 6,5 km pour aller à l'école. Journée de rangement. Je monte au grenier pour classer mes prospectus de tracteurs et autres machines agricoles que j'ai récupérées sur les voies exposition, et tout particulièrement celle du Someca de mon tonton Michel du Plénitre. Le grenier ouvert à tout vent est glacial. De la boulite, j'embrase le paysage, les grands platanes pétrifiés par le froid, les bois du château. Mais de cela ressort une épaisse fumée noire. Je me dis que Albert le jardinier doit faire ses feux de broussailles. Au retour à mon classement. 1 heure plus tard, la sirène de partenaire retentit, suivie des autopompes. Puis je vois mon père, tout affolé, qui court sur le chemin, criant à Joseph et à ma mère «
Il y a le feu au château! Dynamité au mois de novembre de la même année, le château de la Motte au Gentilhomme disparaît à jamais, emportant avec lui son histoire, sa noblesse, sa bourgeoisie et une part de mon enfance. Il n'y a plus de château, il y a toujours le sapin, mais il reste encore des histoires à raconter.